Bienvenue dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Aujourd'hui, nous accueillons dans le Cubecast Anna Ramos, étudiante en 3e année à l'école, afin d'évoquer le sujet des femmes ingénieures à travers de nombreuses questions et le podcast d'Anna, Épopée de femmes. Vous pourrez retrouver le lien du podcast dans la description de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum. Bonne écoute! Bonjour Anna. Bonjour. Merci de participer au podcast de l'NC Cube. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Anna Ramos, j'ai 23 ans. Je suis étudiante à l'NC Cube, donc depuis 4 ans maintenant. Je suis étudiante dans le semestre PIST, qui veut dire pour une ingénierie sobre, techno et éco-responsable. C'est un nouveau semestre qui vise à voir les problématiques actuelles d'un point de vue plutôt systémique et donc de se détacher de la position habituelle très technocentrée de l'ingénieur pour aller vers quelque chose qui inclut plus aussi les questions sociales, etc. Et à côté de ça, pendant mes 2 premières années à l'NC Cube, j'étais très engagée dans la vie associative, notamment via la junior entreprise. Et je suis partie en césure l'année dernière, césure pendant laquelle, on en parlera plus tard, j'ai eu l'occasion de monter le podcast Épopée de femmes que je continue à animer depuis. Exactement, oui, parce qu'aujourd'hui, donc, tu passes de l'autre côté du micro pour ce podcast de l'NC Cube, mais tu as aussi ce podcast dont on va parler tout à l'heure. Exactement. Puisque le sujet du jour, eh bien, c'est la question des femmes ingénieures. On va en parler à travers différents sujets comme l'accessibilité, les rôles modèles, ton projet de césure, etc. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, à ton avis, c'est important de parler de ces sujets-là en école d'ingénieur ? Je pense que je vais peut-être spoiler un peu la question suivante, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on voit qu'en moyenne, donc je ne vais pas spoiler tous les chiffres, mais en école d'ingénieur, il y a, si on parle que de l'NC Cube, on est 27% de filles, alors qu'il n'y a absolument aucune prédisposition génétique ou neurologique ou je ne sais quoi qui pousse les filles à moins se diriger vers les métiers scientifiques que les personnes masculines, enfin que les garçons. Moi, c'est un argument qui me suffit pour dire que c'est un sujet. C'est aussi un sujet parce que quand on regarde un peu les comportements en école d'ingénieur, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes, notamment dans les prises de parole. On se rend compte, vraiment, moi ça m'est arrivé de faire l'exercice de noter en cours le nombre de prises de parole de filles et de garçons. Toujours, j'essayais de prendre des cas où les effectifs étaient assez identiques, parce que forcément, s'il y a 2 filles dans la classe et 20 garçons, on peut difficilement en tirer quelque chose, ou alors il faut faire des pondérations. Mais, bon. Mais c'est systématique que les garçons prennent plus la parole, prennent plus d'espace dans les discussions. On se fait beaucoup plus régulièrement couper la parole, que ça soit parfois par des enseignants. Ça, c'est pas que en école d'ingénieur. Enfin, je parle de manière générale dans l'éducation qu'on nous donne, que par d'autres élèves. Donc, je pense que ça, c'est aussi un vrai sujet dans ces métiers-là, de revaloriser la place de la femme, de nous considérer avec respect comme des égales. Donc voilà, moi, c'est pour ces raisons-là que je m'intéresse à ces sujets-là et aussi par féminisme profond et assumé. Tu parlais de pourcentage. Alors, quel est le pourcentage de femmes en école d'ingénieur ? Est-ce que tu le connais ? Oui. Alors, chaque année, la conférence des grandes écoles fait paraître un baromètre de l'égalité homme-femme. Donc, il s'intéresse à des écoles d'ingénieurs, des écoles de management et d'autres types d'écoles diverses et variées. Il s'intéresse à la fois à ce qu'on peut voir en bachelor ou en master. Donc là, les chiffres que je vais donner, c'est vraiment les diplômes principaux d'ingénieurs ou les masters grandes écoles. Donc, c'est vraiment le cursus classique. Donc, en 3 ans, on rentre en post-prépa, post-DUT ou
post-université, et on sort avec un master 2, enfin un équivalent master 2. En école d'ingénieur, le taux de féminisation en 2021, les données elles datent de 2021, est de 32,2%. Et pour avoir un ordre d'idée, en école de management, il y a 49,2%. Donc on est sur une égalité quasi parfaite. Alors que, comme je le disais, il n'y a pas du tout de prédisposition à ça. Et je rajouterais un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est dans ce rapport, donc le baromètre, il n'y a pas que des chiffres, il y a quelques analyses. Et il parlait de la mixité, en fait. Et la mixité, selon ce baromètre, il considère que c'est quand les effectifs sont entre 40 et 60% de femmes et d'hommes. Donc, bon, forcément, s'il y a 42%, il y en a 58 de l'autre côté. Donc voilà, en gros, ça, c'est leur définition de la mixité. Et en école d'ingénieur, il y a seulement 11,7% des écoles qui sont mixtes, ce qui est quand même très faible. En sachant que les écoles les moins mixtes, ça va être les écoles plutôt orientées informatique, etc. Et les plus mixtes, on est plutôt sur tout ce qui est sciences de la vie et chimie. Tout ce qui touche à la chimie, où souvent, on a 50-50. Et un dernier truc, c'est qu'il y a quand même, au-delà de l'école, il y a aussi les ingénieurs actuellement en activité. Et il y a l'association de femmes ingénieurs qui publie, plus ou moins chaque année, je crois, de ce que j'ai compris, un observatoire des femmes ingénieures. Donc là, c'est l'observatoire 2021 sur des chiffres de 2019 qui dit qu'il y a 23% sur tous les ingénieurs et ingénieureux en France, il y a 23% qui sont des femmes. Et voilà, après on peut parler du salaire aussi. Non, on va pas aller jusque-là. Par contre, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est une question que je me pose souvent. J'ai pas de réponse Tu as peut-être déjà pensé, c'est pour ça peut-être que tu as déjà des pistes en tout cas. J'ai des éléments de réponse. Que je veux dire, c'est que ça se base pas sur des choses concrètes, donc c'est nuancé. Peut-être que je me trompe complètement. Mais déjà, le premier point, c'est que malgré tout, en tant que femme, je pense on est 3 femmes dans la salle, je pense qu'on a toutes déjà entendu que les filles n'aimaient pas les maths. Ce qui est un fait qui, de mon point de vue, est totalement absurde, parce que, encore une fois, comme je disais, il y a des études qui ont prouvé qu'il n'y a pas de prédisposition génétique ou neurologique en tant que personne de genre féminin, biologiquement de genre féminin, à préférer le français ou je ne sais quoi que les maths. Donc ça, je pense que c'est déjà un sujet. C'est que si on répète à quelqu'un qui n'aime pas ça et qui n'est pas bon dans ça, c'est surtout ça, c'est au-delà de pas aimer ça, c'est les filles ne sont pas bonnes, ne sont pas douées en sciences, n'ont pas l'esprit scientifique, forcément ça donne moins envie d'y aller. Je pense qu'il y a aussi le manque de représentation qui joue clairement de manière très forte, c'est-à-dire que si on a dit il y a 23% d'ingénieurs aujourd'hui en France, en sachant qu'on n'oublie pas que les secteurs les plus représentés, c'est la chimie, etc. Donc quand on pense mécanique, quand on pense électricité, quand on pense le terme ingénieur, on ne le pense pas au féminin, on le pense au masculin, d'autant plus qu'ingénieur n'a pas de forme féminine audible. Donc moi je dis toujours ingénieureux, mais en soi il n'y a pas de forme féminine, c'est pas comme un acteur, une actrice, on peut... Hélas, ingénieur, on devrait dire ingénieuse, mais c'est déjà pris. Donc voilà, il n'y a pas de forme féminine, donc en fait pour moi je pense que ça peut expliquer aussi des choses, qu'en fait on invisibilise complètement les femmes de ces métiers-là. Et aussi, tout simplement, ça donne peut-être pas très envie d'aller dans des endroits super masculins. Voilà, c'est des milieux aussi où il faut trouver sa place, où c'est pas forcément simple tous les jours. Donc, je pense que ça joue beaucoup. Et pour moi, c'est ça, le manque de représentation, l'imaginaire collectif qui nous explique depuis qu'on est toute petite que nous, et puis aussi qu'on n'a pas le droit d'avoir d'ambition. Et malgré tout, devenir ingénieur, ça demande de faire possiblement une prépa. Pas forcément, il y a plein d'autres moyens d'accéder aux écoles d'ingénieurs. Mais je pense dans l'imaginaire, il y a quand même un peu ça. L'idée, tu vas soit faire un DUT, soit faire une prépa. Et puis derrière, il va falloir continuer. Il va falloir quand même faire 5 ans d'études. Et non, mais une femme, c'est pas assez ambitieux pour ça. Je pense que ça, c'est aussi un discours qui est très ancré dans notre société patriarcale, qui fait que y a moins de femmes qui vont se lancer là-dedans. Alors, tu parlais aussi d'un milieu très masculin dans lequel il faut que les femmes viennent s'imposer ou en tout cas intégrer. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans les écoles d'ingénieurs ou même de manière plus générale pour rendre les métiers techniques, scientifiques et les écoles plus accessibles aux femmes ?
Je pense que déjà, il y a un gros travail de représentation à faire. On a besoin de voir des ingénieurs dans des domaines dans lesquels on ne les voit pas. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile de se représenter une chimiste que de se représenter une mécanicienne, par exemple. Parce qu'on en voit beaucoup moins, parce que ça existe beaucoup moins aussi. Enfin, y en a quand même assez peu. Donc je pense qu'il y aurait ce travail-là. Je sais qu'on avait, pour financer mon podcast dont on parlera après, on a participé avec une amie à un hackathon pendant lequel justement la question c'était exactement celle-là, c'était quelles actions mener pour faciliter l'accès des femmes aux écoles d'ingénieurs. Oui. Et nous on s'était dit qu'en fait ce qu'il faudrait faire c'est commencer dès le primaire, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que ça se joue pas au bac. En fait ça se joue pas au moment de faire ses vœux sur Parcoursup, ça se joue bien avant dans la construction de son parcours en général, donc même dès l'école primaire, en fait, il y a des choses qui se jouent. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'à l'école primaire, il faudrait peut-être essayer de faire venir des femmes, en fait, ingénieurs, pour parler à ces enfants, et pour qu'ils aient aussi une représentation de « Ok, j'ai le droit de travailler dans la mécanique, j'ai le droit de travailler dans l'électricité », et que ça soit au niveau ingénieur, mais aussi au niveau technicien, parce que là, on parle de métiers... de cadre, mais en soi, il y a très peu de femmes aussi techniciennes. C'est des milieux qui sont même encore plus difficiles d'accès, je pense, quelque part. Et même les profs au collège. Hein. Oui. Déjà, rien que dans la représentation, tu vois, quand tu es au collège, où c'est aussi le moment où ton avenir commence à se dessiner. Ça, c'est clair que voilà, c'est ça. Si on donne des représentations masculines à tout ce qui est associé à la science, on va pas s'en sortir. Faut aussi rétablir les femmes dans la science, parce qu'on les a énormément oubliées pendant très très longtemps. Donc ça, c'était plutôt sur la partie collège. On s'était dit qu'il faudrait justement dans les programmes rajouter des femmes, en fait. Oui. Mais dans les sciences et dans l'histoire et dans tout, parce qu'en fait, elles n'ont pas été invisibilisées que de la science, hélas. C'est partout. Donc ça, on s'était dit que vraiment, c'était super important. Donc pour moi, c'est ça passe beaucoup par la sensibilisation. Et en fait, il faut déconstruire un état d'esprit qui est lié à un système de société. Donc c'est pas du tout si simple que ça. Même en faisant ça va pas tout régler. Il faut arriver à déconstruire cet imaginaire patriarcal de les hommes, ils sont bons en maths, ils sont bons en sciences, ils sont bricoleurs, et les filles, elles sont douces, elles sont gentilles, elles vont être infirmières, quoi. C'est vraiment ça, et je pense que voilà, ça c'est super important à déconstruire, mais pour moi ça passe beaucoup par la représentation, la sensibilisation, dire aux filles qu'elles sont capables, et puis après aussi comprendre que ça suffit pas. Et qu'il y a aussi la question du milieu social qui joue beaucoup. Qu'en tant que femme, on n'aura jamais les mêmes... on n'attend pas la même chose de nous que des hommes, notamment en fonction des milieux, etc. Donc, voilà. Oui, mais ça, c'est valable dans la société, de toute façon, en règle générale. L'année dernière, tu as fait une césure, puisqu'on parlait du podcast, durant laquelle tu as créé ton podcast « Épopée de femmes ». Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? Oui, donc j'ai fait une année de césure pour prendre un peu de recul et avoir du temps pour moi, etc. Et j'avais envie de m'engager dans la cause féministe, chose que j'avais jamais vraiment eu l'occasion de faire, parce que en école d'ingénieur, il n'y a pas forcément... Il y a une association féministe, mais c'est créé plus ou moins quand moi j'y étais, et j'avais pas eu forcément le courage d'aller dedans, pour plein de raisons. Et j'avais envie de m'engager pour ça, parce que c'est quelque chose qui était en moi depuis très longtemps. Et j'écoutais beaucoup de podcasts à ce moment-là, et je me suis dit, pourquoi pas. Donc ce podcast, son objectif, c'est de donner la parole à des ingénieurs, des chercheuses et des entrepreneuses qui façonnent le monde d'aujourd'hui ou qui construisent celui de demain. Je me suis pas vraiment mis de limite sur les personnes que j'interviewais, dans le sens où je voulais qu'il y ait aussi bien des ingénieurs, mais aussi des chercheuses, des ingénieurs qui viennent d'écoles d'ingénieurs, qui viennent de milieux universitaires. Je voulais des chercheuses qui sont françaises, qui le sont pas forcément. Essayer d'avoir au maximum de mixité. Et sur les entrepreneuses aussi, j'avais un peu l'envie d'avoir des gens qui travaillaient pour des causes qui me touchent et qui me portent un minimum. Et alors, c'est quoi un rôle modèle, et c'est quoi son intérêt ? C'est ce dont je parlais juste avant sur la représentation. En fait, un rôle modèle, c'est... trouver des repères, trouver un imaginaire dans lequel tu te reconnais. Alors j'essaie d'en trouver un qui est un peu compréhensible par tout le monde. Sur les ingénieurs, je pense que c'est un peu compliqué, mais même sur les docteurs, je vais en donner un qui est un peu nul, mais dans Grey's Anatomy, le fait que
par exemple, il y ait Meredith Grey qui soit... Enfin, là, je fais vraiment du truc à 2 balles, mais qui soit... Du mainstream. Oui, c'est ça. Non, mais je pense que en soi, c'est assez parlant. Qui soit chirurgienne... je sais plus si elle fait le cerveau ou pas. Bon, qui soit chirurgienne, en fait, ça donne un imaginaire de « Ok, c'est une femme ». Il y a plein de femmes dans Grey's Anatomy, pour le coup, qui sont médecins, au même titre qu'il y a aussi plein d'hommes. Ben, ça, c'est un rôle modèle. C'est dire, OK, en fait, elle l'a fait, donc je peux le faire aussi. Bon, là, c'est de la fiction, mais en fait, moi, le but du podcast, c'était justement de femmes réelles qui, aujourd'hui, concrètement, sont ingénieures, sont chercheuses, le vivent. Et mon but, c'était aussi de parler de ce que c'était d'être une femme dans le monde du travail. De le voir, ce prisme féminin, en fait, de qu'est-ce que c'est d'être dans des milieux masculins. Elles le sont plus ou moins. Il y en a qui sont dans des domaines où c'est plus ou moins féminisé. Mais l'idée, c'était de comprendre les freins qu'il pouvait y avoir, comment elles les avaient surmontés ou pas, qu'est-ce qu'elles avaient fait pour se sentir mieux dans ces milieux-là. C'est ça qui t'a motivée à monter ce podcast ? Ouais, je crois que j'avais envie de moi-même avoir des réponses, de comprendre comment... pourquoi j'avais un ressenti quand même différent aussi des garçons qui peuvent m'entourer sur le travail, etc. Je pense que... Je sais pas si j'avais peur, mais j'avais envie quand même de savoir si j'aurais ma place, peut-être quelque part. Et finalement, rencontrer toutes ces femmes, c'est aussi un moyen de leur donner la parole et de faire... on m'a souvent demandé pourquoi je n'interviewais pas les deux. Oui. Et en fait, moi, c'est très clair, je n'avais pas envie d'interviewer des hommes parce qu'on leur donne tout le temps la parole et que ça m'intéressait pas de... c'est très bien qu'il faut des podcasts. Le travail est déjà fait par ailleurs. Voilà, c'est ça, le travail est fait par ailleurs. Et je trouvais que c'était aussi un acte de sororité de dire, moi, je parlerai qu'avec des femmes. Et c'est elles que je mettrai en avant et ce sera que ça, quoi. En parallèle du podcast, tu avais aussi un compte Instagram, une newsletter. Tu proposais le même contenu sur tous ces médias. Quel contenu tu proposais ? Alors, j'avais un compte Instagram, newsletter et un compte LinkedIn. Enfin, j'ai mon compte LinkedIn personnel sur lequel je communiquais aussi pas mal là-dessus. Sur Instagram, la newsletter, c'était principalement le contenu d'Instagram, mais que je remettais sur la newsletter parce que c'était pas forcément le même public qui était touché. Sur Instagram, ce que je faisais principalement, c'est que j'ai essayé de faire des capsules de culture féministe. Donc mon objectif, c'était un peu d'ouvrir les gens qui n'y sont pas forcément au féminisme par des biais comme des livres, des podcasts que j'aimais bien, que j'écoutais, des films, et de conseiller. Alors j'essayais de le faire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Je suis pas quelqu'un de très régulier, donc c'était pas toujours facile. Et je continue à en poster de temps en temps quand je lis quelque chose qui m'inspire ou que je vois quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais l'objectif, c'était vraiment d'ouvrir les gens à ça, de décomplexifier le féminisme, de montrer que c'est quelque chose qui est pour tout le monde et qui peut être accessible. Pas uniquement sous le spectre ingénieur. Pas du tout. Pas du tout. Là, c'était sous un spectre presque plus militant. Parce que le féminisme, c'est une multitude de façons. Il y a plein de façons d'être féministe. Ça peut être dans le monde professionnel. D'ailleurs, ça s'est vu dans mon podcast. Il y a des avis sur le féminisme qui sont très divergents et que je ne partage pas toujours, d'ailleurs. Mais ça peut être sur le plan professionnel. Il y a du féminisme de l'intime, il y a du féminisme de la vie en communauté. Enfin, il y a plein de questions à poser pour le féminisme. Et du coup, je trouvais ça intéressant aussi de partager cette déconstruction que j'essayais de faire avec les gens en leur proposant les ressources que j'utilisais. Je sais pas si ça a marché, mais voilà. Et sur LinkedIn, j'ai aussi travaillé sur l'écriture inclusive. Oui. En essayant justement, pareil, de déconstruire l'imaginaire collectif qui est aussi porté par le gouvernement, etc., que c'est quelque chose qui est mal, que c'est quelque chose qui est négatif. Parce que la seule chose qu'on voit, c'est le point médian et que ça... Bon, il y en a à qui ça fait peur, je comprends plus ou moins, mais en tout cas, voilà, je voulais aussi déconstruire ça. Et donc, je faisais des posts où j'expliquais plusieurs façons d'être inclusif dans son écriture et dans sa façon de parler. Et donc, d'essayer comme ça de donner des billes aux gens pour être plus inclusifs, sans toutefois forcément toujours utiliser le point médian, qui peut, parfois, il y en a que ça dérange, donc essayer de trouver d'autres solutions et d'autres alternatives. Ok. Là, moi, je sais que tu as fini d'enregistrer ta saison 1. Comment est-ce que tu sens que tu as évolué personnellement et professionnellement à travers la réalisation de ce podcast ?
Je pense que ça m'a donné encore plus envie de me battre pour les femmes, déjà. Ça m'a donné du courage aussi, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui disaient que ça allait, qu'elles avaient quand même bien vécu leur carrière et que elles avaient pu avoir accès à ce qu'elles voulaient. Je pense que ça m'a apporté plein de trucs personnellement, juste d'un point de vue de la sororité, de se rendre compte qu'on pouvait aussi se donner de la force entre femmes. Quand on est dans des milieux très masculins, c'est pas toujours le plus évident, en fait. On se retrouve toujours au milieu d'hommes qui parlent comme des hommes. On doit aussi accepter ces codes-là, et qui sont des codes qu'on partage plus ou moins. Donc, après, ça, c'est personnel, ça dépend des gens. Mais je trouve que ça m'a montré qu'en fait, il y avait aussi un point de vue féminin et qu'on avait le droit de le mettre en avant, d'aussi utiliser peut-être cette sensibilité, ces codes-là, dans le monde du travail, et que ça pouvait faire des choses bien. Et ça, c'était chouette. Enfin, c'est chouette. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. C'est qu'aussi, je trouvais que j'ai vu vraiment des femmes qui avaient un courage fou. Il y en a qui se sont reconverties, qui ont complètement changé de vie. Et je pense que ça demande beaucoup d'énergie et de courage, d'autant plus quand on est une femme, quelque part. Parce qu'on a tout un poids sur nos épaules qui est peut-être plus important que quand on est un homme. Donc je trouve que voilà, moi ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup d'envie de continuer à me battre et que je me disais que j'allais dans la bonne direction, quoi. Voilà. Est-ce que ton auditorat, il est majoritairement féminin ? Alors c'est très dur à évaluer, ça, pour tout dire. Je sais pas trop, j'ai pas les outils suffisants. T'as des retours dessus, non Ouais. J'ai des retours aussi bien féminins que masculins, presque plus masculins, je pense. D'accord. Des fois. Après, je dirais que mon podcast n'est pas intrinsèquement féministe dans ce qu'il raconte. Oui. Il est féministe dans son approche, dans moi, ce que j'y mets dedans. Mais fondamentalement, ce dont on parle, ça va pas faire fuir. Enfin, je sais pas comment dire. C'est le parcours d'une personnalité inspirante. C'est ça. Ouais. Et quelque part, c'est ce qui m'énerve aussi un petit peu des fois, c'est que je me rends compte qu'il y en a qui l'écoutent en me disant, moi, on m'a déjà dit, ah, mais en fait, ça va. Moi, je suis là, super. Et vraiment, quand on m'a dit ça, je me suis dit, j'ai loupé un truc là. J'ai raté un truc parce que non, ça va. C'est cool, je suis contente parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables d'entendre ça et tout. Mais je me disais quand même, le fond le fond du sujet. C'est ça. On va peut-être pas toujours assez loin. Bon, après, c'est ce que disent les personnes aussi. Moi, je peux pas. C'est ce qu'elles acceptent de partager. Et puis, c'est chouette aussi d'avoir des bons retours. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que il est accessible par tout le monde. Je pense qu'il y a il y a peut-être plus de femmes quand même qui l'écoutent, parce que quand tu dis que c'est un truc sur les femmes, les femmes vont regarder et dire ah, j'écouterai. Les garçons font ah, c'est intéressant, de manière générale. Mais les gens proches de moi, j'ai eu des très bons retours de garçons qui attendaient le podcast, qui l'écoutent et qui... D'accord. Voilà, Et au niveau de ton expérience personnelle, comment es-tu venue à vouloir devenir ingénieure ? Et est-ce que dans ton parcours, tu as ressenti des barrières ? Alors, je sais absolument pas pourquoi je voulais être ingénieure. Ouais. Je pense qu'il y avait une part d'ambition. Moi, j'ai toujours aimé les sciences, j'aimais les maths, la physique, j'adorais ça quand j'étais au lycée, surtout les maths. Et en fait, j'ai toujours été littéraire aussi. Moi, j'ai toujours aimé la littérature, l'histoire, tout ça. Ça n'a jamais été binaire. Mais je pense qu'il y avait mon côté féministe qui disait « je vais pas faire... comme tout, chose que je regrette pas du tout, parce que je pense que c'était ma place aussi, mais genre je vais pas faire comme tout le monde, enfin pas comme tout le monde en fait, si, parce que être ingénieur c'est quand même pas si waouh, mais je veux dire, enfin c'était un peu j'ai envie d'aller dans un truc où une part d'ego qui me disait vas-y, si tu fais ça tu feras pas un truc comme toutes les autres filles et tout. C'était très, très bête comme réflexion et très peu féministe en fait. Aujourd'hui je m'en rends compte, mais bon, à l'époque c'était comme ça. Et je pense que j'ai beaucoup hésité entre médecine et ingénieur, et des raisons personnelles ont fait que j'ai fait une prépa. J'avais envie de me pousser. Et t'as ressenti des barrières ou pas ? Non, je pense que j'ai eu la chance. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu de la chance, parce que dans ma famille, on n'est que des filles quasiment. Enfin, dans mes cousines, etc. Elles ont toutes fait des études dans plein de domaines différents. J'ai une cousine qui est ingénieure.
je crois que moi, je me mettais pas de barrière, et le fait d'avoir des représentations quand même autour de moi, de filles qui avaient fait des études longues, je me suis dit non, ingénieur, je peux le faire, c'est pas une question. Ça me faisait un peu peur, forcément, mais j'avais très envie de faire une prépa, je crois, surtout. Par ego, toujours pareil, mais j'avais très envie de faire une prépa, et du coup, j'ai fait une prépa, puis après, c'était l'école d'ingénieur, et je m'intéressais déjà beaucoup à l'écologie à cette époque-là. Et donc, l'ANCCube est un peu venue sur ma route de ce fait-là. Effectivement, et ces sujets-là, c'est des sujets, j'en profite, qu'on a abordés dans l'interview que j'ai faite avec Delphine Rieu, la directrice de l'ANCCube, où on a beaucoup parlé d'inclusion et de féminin, de masculin, mais pas que cette inclusion-là. On a parlé en fait de beaucoup de sujets. Et voilà, je vous invite à aller réécouter cet épisode parce qu'il est vraiment très intéressant. On va conclure l'épisode du jour avec la question signature de l'ANCCube. Quelle est la valeur de l'école dans laquelle tu te reconnais le plus ? Je pense que je suis venue à l'école pour l'écologie. Je suis très très reconnaissante d'avoir pu faire le semestre piste. Au-delà des cours, tout ça, d'avoir pu rencontrer les gens qui étaient avec moi en semestre piste, qui sont tous des gens formidables, très engagés, en fait, d'avoir pu mettre ce pied-là dans ce militantisme qui m'a apporté du point de vue de l'écologie, mais du point de vue du féminisme, de tout. Et aussi, je dirais qu'il y a une deuxième chose, c'est la liberté qu'on nous laisse à l'ANCCube de s'engager dans des associations. Il y a beaucoup un tissu associatif qui est très fort, où on nous laisse quand même... nous en emparer et en faire des belles choses, et aussi la possibilité de faire des césures. C'est pas partout comme ça. Ça, je tiens vraiment à le dire. J'ai vu d'autres amis qui voulaient faire des césures dans des écoles et où c'était vraiment la croix et la bannière. À l'ANCCube, c'est juste un non-sujet. On n'est pas obligé, mais si on en a envie et qu'on a un projet, il n'y a pas de souci pour... En vrai, je ne veux pas le banaliser non plus, mais je ne sais pas exactement le positionnement de l'école dessus. Mais moi, j'ai toujours ressenti qu'on avait le droit de le faire, et la plupart de mes amis ont fait une césure. Et pour moi, c'était vraiment une opportunité folle. Donc voilà, je dirais les valeurs de liberté des étudiants et d'écologie. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup, Anna. Bonne continuation. Et le podcast suit son cours ? Oui, j'en ai enregistré 20 en tout. Il y en a 21 ou 22 en tout. Il y en a 16 qui sont sortis là, et je continue là, j'ai fait une petite pause pour des raisons personnelles, mais je continue à les monter tranquillement, et ils vont arriver dans les prochains mois sur toutes les plateformes sous le nom d'Épopée de Femmes. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram si vous voulez. Je poste plus très régulièrement, mais dès qu'il y a un épisode qui sort, il est aussi sur Instagram et sur LinkedIn sous mon vrai nom. Super. Merci beaucoup, et puis à très bientôt. À bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté le Cubecast, et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, abonnez-vous. Mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute, et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. À bientôt!